Écoutez, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et de vous être rendus disponibles ce matin dans cette journée mondiale du sommeil. Donc, on en parle partout dans la radio, sur la radio, dans tous les médias aujourd'hui. Donc, c'est le bon moment. Pour nous, c'est une première conférence internationale avec différents lieux. Donc, ça, c'est une première pour nous aussi. Alors, on l'a fait en français, mais on est capable de faire ces conférences en anglais si jamais ça vous donne des idées et si vous avez trouvé que le sujet est bien amené. Alors, on va vous parler de pourquoi aujourd'hui les entreprises doivent de plus en plus prendre soin du sommeil des salariés. Alors, il y a un peu cette tendance, on va dire, générale, sociétale, qui consiste à vouloir transférer un certain nombre de responsabilités aux entreprises. Néanmoins, on peut constater qu'il y a des tendances de fond sur des questions quand même un peu plus concrètes de santé, sécurité, qui sont effectivement liées au travail et aux conséquences du travail sur le manque de sommeil des salariés. Donc, pourquoi vous parler de ce sujet-là avant de faire une petite introduction évidemment de Jean-Jacques et de moi-même, c'est que au-delà d'un point de vue épidémiologique aujourd'hui, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. N'importe quel DRH qui se balade dans l'entreprise aujourd'hui ne peut pas constater qu'il y a quelque chose qui relève du sujet du sommeil dans l'entreprise. Nous remarquons, nous, au travers des nombreuses interactions que nous avons avec la médecine du travail, que la médecine du travail s'intéresse beaucoup au sujet parce que c'est un sujet de plainte et qu'en fait, en termes épidémiologiques, ça se confirme dans les chiffres. C'est-à-dire que aujourd'hui, on constate que 40% des Français sont en dette de sommeil. Donc, quand je dis on constate, c'est-à-dire qu'on a les données qui viennent de Santé publique France et qu'on retrouve dans plein d'autres pays, et que lorsqu'on les compare avec notre propre observatoire, notre propre baromètre, puisqu'une de nos prestations consiste à faire des baromètres pour mesurer la fatigue, on retrouve à peu près les mêmes proportions, c'est-à-dire que pas loin d'un salarié sur deux est ce qu'on appelle en dette de sommeil, c'est-à-dire que son besoin physiologique de sommeil n'est pas couvert par le temps qu'il passe à dormir. Et en général, c'est de beaucoup plus d'une heure, on est pratiquement à 1 heure et demie en moyenne, c'est ce qu'on observe. Donc la moitié des gens ne dorment pas assez. La deuxième chose, c'est que les gens constatent l'effet du manque de sommeil sur l'activité professionnelle. En fait, plusieurs études qui ont été portées en France, notamment par l'Institut national de la veille et du sommeil, confirment, en tous les cas relatent, que les salariés se plaignent à la médecine du travail des impacts, c'est-à-dire je perds la mémoire, j'ai des problèmes de concentration, je deviens évidemment somnolent et je peux prendre des risques au volant. Voilà, les 40% des salariés se plaignent et disent, moi je constate que mon manque de sommeil m'impacte dans ma capacité à travailler. On va même un peu au-delà dans les sondages, en tous les cas dans le baromètre que nous faisons, on est à peu près à 60% des répondants qui nous disent, déclarer que ce soit un motif d'inquiétude pour eux de ne pas dormir et un motif d'inquiétude de voir l'impact du manque de sommeil sur leur activité professionnelle. Et enfin, en dernier lieu, c'est 20%, et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est lorsque vous êtes un employeur, que vous avez des chauffeurs routiers, que vous avez des salariés dans le BTP, sur les chantiers, que vous soyez avec dans usines en 3-8, 20%, et je parle de ces gens-là parce que c'est des métiers où la vigilance est vraiment requise, aujourd'hui, 20% d'entre eux, à minima, ont un problème, une pathologie du sommeil, c'est-à-dire une problématique organique ou psychiatrique qui les empêche de récupérer correctement. Donc, on est véritablement sur quelque chose qui relève du champ de la santé également. Donc, vraiment, retenez ces trois chiffres, 40, 40, 20, c'est 40% des Français qui sont au travail ne dorment pas assez, 40% ont conscience, probablement les mêmes, que ça impacte vraiment de manière importante leur activité professionnelle et que vous, en tant qu'employeur, vous avez quand même 20% de vos salariés qui ont une vraie difficulté de sommeil qui fait que la journée, ils sont somnolents et vont donc constater les problèmes qu'on vient d'évoquer. Donc voilà pour une introduction. Donc, pourquoi on vous parle aussi de ce sujet-là? C'est que c'est un sujet épidémiologique, ça s'impose à l'entreprise, mais ça commence à rentrer de plus en plus dans le champ des responsabilités, des obligations. Alors, je ne connais pas le droit au Portugal, mais ce que je sais, c'est qu'en France, il y a des obligations de santé-sécurité qui font qu'on doit garantir la santé-sécurité des salariés et que, on verra un peu plus tard, il y a une jurisprudence aujourd'hui qui commence à augmenter sur le thème que les conditions de travail, l'employeur n'a pas pris les mesures pour prévenir les impacts du manque de sommeil sur la sécurité et la santé du salarié.
Donc oui, on aborde beaucoup le sommeil dans l'entreprise sous l'angle, c'est un sujet de qualité de vie. Certains vous diront que c'est un sujet de performance parce qu'il y a de l'absentéisme et du présentéisme. C'est tout à fait vrai. Mais le fait nouveau et qui est important pour l'entreprise, c'est que ce soit sur des sujets de sécurité ou de maladie professionnelle, on invoque de plus en plus le manque de sommeil comme étant une cause et donc on va rechercher la responsabilité de l'employeur. Cette introduction est un petit peu longue, mais elle est extrêmement importante pour vous situer la logique générale de qui on est et Sleep Lab, avant que Jean-Jacques se présente et que je fasse une petite présentation de moi-même. Mais c'est vraiment, on est sur la notion de, il va falloir piloter un nouveau risque pour les entreprises, qui est celui du manque de sommeil des salariés. Alors, les intervenants, on est deux aujourd'hui. Je vais laisser Jean-Jacques se présenter plus avant, et puis je reprendrai juste après la main pour à la fois me présenter, et puis démarrer vraiment la conférence. Alors, comme on n'est pas nombreux, ce qui est très bien, c'est que vraiment, vous n'hésitez pas à intervenir, poser une question en live, parce que comme ça rendra la conférence un petit peu plus interactive. Profitons de notre petit groupe pour que ça soit le plus efficace. Jean-Jacques, à toi le micro. Merci Romain. Est-ce que vous m'entendez à distance? Super bien. Formidable. Bon, alors en ce qui me concerne, je suis un ancien cadre de développement international, 20 ans de développement international, et en prenant ma retraite, je suis allé à la faculté de médecine de Paris apprendre la psychosomatique et je me consacre, je suis depuis une quinzaine d'années, donc à tout ce que je peux faire sur la gestion du stress, la gestion opérationnelle du stress qui débouche sur la performance. J'ai rejoint le projet Sleep Lab il y a un petit peu plus d'un an comme pas responsable mais spécialiste stress sommeil et nous avons développé avec Romain un webinaire magnifique dont on parlera une autre fois. Et puis voilà, puis j'ai écrit deux bouquins, un bouquin coécrit avec deux médecins et une sage-femme sur la stressothérapie, comment transformer le stress en un allié, d'ailleurs c'est aussi la philosophie des tops, hein, pour éviter qu'il nous gêne et au contraire qu'il soit le moteur de notre efficacité. Et pour gérer mon propre stress, j'ai écrit un livre de poèmes et de contes qui s'appelle L'artiste et de scribe, à la mémoire d'ailleurs, parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps, et en l'honneur de Jean Lagneau, qui était un grand sculpteur, qui vivait de ses sculptures comme un rare artiste capable de vivre de son art. Voilà. À toi, Romain. Merci, et c'était pour gérer mon stress. Écoute, c'était super. Et moi, je suis vraiment ravi de travailler avec Jean-Jacques parce que, à la fois, moi, j'ai beaucoup aimé dans notre rencontre deux cultures. La première, c'est que Jean-Jacques a beaucoup voyagé à travers le monde et a vraiment vécu ces moments où il faut porter un faïon, développer une entreprise dans un lieu. Il y a un côté pionnier que je retrouvais beaucoup dans l'esprit de Jean-Jacques et qui allait bien avec l'esprit de Sleep Lab, qui est une société qu'on vient de monter. Et la deuxième raison, c'est effectivement parce que je pensais, et je suis assez convaincu qu'il y a un certain nombre de méthodes acquises par les militaires, puisque Jean-Jacques est un militaire de réserve, et que c'est des éléments importants qu'on peut transmettre aussi dans des moments difficiles. Vous êtes un cadre de haut niveau, il y a une période de négo, c'est la période de bourse, totalement comparable à un théâtre d'opération. Il y a des moments au-delà du pic d'activité où on a besoin véritablement de pouvoir apprendre à préparer une opération, récupérer pendant la période de bourre et savoir après récupérer un peu plus long terme pour pouvoir repartir en opération. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans la philosophie pour pouvoir nous en inspirer et le retranscrire ça dans nos propres programmes. Donc, je termine juste l'introduction des intervenants. Donc, je suis Romain, moi, je suis à l'origine du projet Sleep Lab. Alors, j'ai un énorme défaut sur ce projet, c'est que je n'ai absolument aucun problème de sommeil. Mais par contre, lors de ma rencontre avec des médecins qui sont spécialistes des troubles du sommeil et qu'on a commencé à parler épidémiologie, qu'ils ont commencé à me parler des technologies, à la fois diagnostiques, des thérapeutiques, etc., j'ai tout de suite vu qu'il y avait un besoin médical aujourd'hui non couvert et que le premier à en pâtir, évidemment, c'est nous-mêmes, mais je pense que l'entreprise avait un énorme enjeu à s'en saisir parce que, et ça se confirme dans la jurisprudence, sa responsabilité allait être engagée. Donc, vraiment, quand j'ai vu ce sujet-là, il y a à peu près 2 ans et demi de ça, je me suis dit, c'est vraiment le sujet qu'il va falloir développer. Moi, je viens d'un monde, enfin, j'ai essentiellement, d'abord, je suis un ancien consultant en stratégie, donc j'ai beaucoup travaillé sur des sujets très, très variés, mais je me suis focalisé sur le domaine de la santé. Je travaille dans ce qu'on appelle l'organisation des soins, l'organisation des parcours de soins. J'ai beaucoup travaillé sur l'utilisation de la e-santé
pour pouvoir faciliter ces parcours de soins. Et j'ai dirigé plus récemment une organisation de recherche clinique qui était spécialisée dans l'exploitation des données qui viennent des ordinateurs de l'assurance maladie, des hôpitaux, pour redémontrer l'efficacité des organisations de soins ou des médicaments. Voilà, donc j'avais vraiment cette culture du soin et de l'organisation des soins, et ben, je me suis dit pourquoi pas la mettre à disposition de ce beau projet qu'est la question du sommeil et du manque de sommeil aujourd'hui dans l'entreprise. Alors, pour parler de ce sujet un peu plus dans le détail, on va aborder 3 temps. Un premier temps où je vais vous parler de l'importance du sommeil et pourquoi ça n'est pas une option, et qu'aujourd'hui, il faut véritablement comprendre que pendant des années, on avait un peu cette culture du petit dormeur, mais je pense qu'il va falloir qu'on révise un petit peu nos bases parce que là, ce n'est pas une option, c'est la base de notre fonctionnement biologique et donc on ne peut pas s'en passer. Et donc, je vais vous parler de ça. La deuxième, Jean-Jacques décrira dans le détail les conséquences pour l'entreprise. Et moi, j'aborderai plus en particulier la question de la jurisprudence et de la problématique juridique qui commence à se développer en France. Mais je vous parlerai aussi de l'Europe parce que notamment dans les pays nordiques et au Danemark, il y a un certain nombre de tendances qui sont assez similaires. Donc, quand il se passe quelque chose dans un pays, c'est pas improbable que ça se retrouve dans tous les pays européens assez rapidement. Et puis, en dernier lieu, on vous expliquera un petit peu comment une entreprise peut prévenir ce sujet, puisque vous allez me dire, ouais, enfin, le sommeil, ça relève quand même un petit peu plus de la dimension personnelle, et vous n'auriez pas totalement tort. Et donc, je vois pas pourquoi l'entreprise devrait aller sur ce terrain-là. Et donc, on va vous expliquer à la fois pourquoi il doit y aller et comment il peut y aller. Alors, je vous propose de vous parler un petit peu de l'importance du sommeil et de vous parler un petit peu de comment ça fonctionne, en fait, le sommeil. En fait, d'abord, première chose, et vous avez dû s'entendre sur beaucoup de radios ce matin, on passe quand même 30% de notre temps à dormir. 30% de notre temps en tant qu'animal, on le passe à dormir. C'est quand même il doit bien se passer quelque chose, ça sert à quelque chose ce temps-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la science du sommeil est relativement récente. J'ai une autre slide là que je vous ai pas montré, mais qui montre que, en gros, vous avez 80% des papiers scientifiques sur la connaissance du sommeil qui ont été produits depuis 1990. C'est-à-dire que véritablement, c'est une science qui a 35 ans aujourd'hui, en fait. Donc, on est sur quelque chose qui est récent. Avant, on imaginait que les 30% ne servaient à rien et que la machine s'arrêtait et qu'on savait pas très bien ce qui se passait. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui est intéressant et pour bien appréhender les principales conséquences, la première conséquence vraiment importante, c'est notre fonctionnement du cerveau. Le premier mécanisme qui est impacté par le manque de sommeil, c'est le fonctionnement de notre cerveau et notre système nerveux. Il y a eu cette expérience en 1963 d'un jeune ado, il avait 17 ans, qui a dit je vais me priver le plus longtemps possible de sommeil. Et ça a été fait dans un cadre tout à fait scientifique. À droite, donc l'ado s'appelait Randy Gardner, et à droite, on a le scientifique qui a piloté l'opération avec des mesures régulières de l'attention, d'un certain nombre de variables. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le premier organe qui est impacté par le manque de sommeil, c'est le cerveau. Et la deuxième chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que ça va très, très vite. C'est-à-dire qu'en fait, et on l'a très bien expérimenté, je veux dire, on a tous fait quelques soirées un petit peu longues, voire des nuits blanches, mais on le voit très bien le lendemain. En fait, évidemment, il y a la somnolence, ça on a bien compris, mais en fait, dans le fonctionnement du cerveau, on commence à avoir des pertes d'attention. C'est-à-dire que grosso modo, il y a des moments, ça s'arrête. Ça peut s'apparenter à des micro-endormissements, mais il y a des moments où on n'est plus là. Puis progressivement, on commence à avoir des symptômes du style je sais plus calculer 2 et 2 font 4. Ça dure pas longtemps, mais on commence à aller voir un petit peu. Et c'est ce qu'a vraiment expérimenté. On a noté tout ce qui s'est passé. De désorientation, je sais où j'habite. On commence à avoir des phénomènes hallucinatoires. On commence à avoir, lorsqu'on vous parle, vous ne retenez pas ce qu'on vous dit, et donc vous êtes incapable de mettre en place ce qu'on vous dit. Et là, ce que je vous démontre, c'est qu'en fait, en 11 jours, sans dormir, en fait, sur les 5-6 premiers jours, l'ensemble des symptômes sont apparus et sont apparus de manière très forte. Et le plus gros des symptômes est apparu à partir du 6e et du 7e jour, où alors là, on était véritablement sur des sautes d'humeur, vraiment une très grande variation entre des phases d'excitation, voire des phases d'agressivité, avec des phases d'abattement absolument totaux. Donc en fait, on voit bien que quand on ne dort pas, on devient une autre personne. Et donc c'est donc ces 30% de temps-là, en fait, ils servent à quoi? Ils servent en grande partie à faire un certain nombre de mécanismes de nettoyage dans le cerveau. Jean-Jacques vous en parlera à foison parce que c'est son grand sujet. Mais il y a un certain nombre de fonctionnements dans le cerveau qui font qu'on nettoie,
qu'on reboote le système. Il y a un peu cette logique un peu d'horloge. C'est comme si vous remontiez une horloge toutes les nuits pour que le lendemain, elle puisse fonctionner. Et ça, c'est exactement la logique de ce qui se passe la nuit dans le cerveau. Mais on va le voir un peu plus tard. Comme tout le système, tout notre corps a été habitué à avoir des périodes de nuit et de jour, et ben évidemment, il se passe aussi des choses sur plein d'autres organes, et on verra que c'est la cause de plein de pathologies. Donc oui, en fait, le sommeil est important. Donc il faut le préserver. Il n'y a pas d'autre option. Si on veut préserver sa santé mentale, si on veut préserver son efficacité dans le cerveau, si on veut préserver sa santé, il faut préserver son sommeil. Mais alors préserver son sommeil, ça veut dire quoi? Et pour ça, il faut comprendre comment ça marche. Alors je ne vais pas vous faire un cours théorique sur le fonctionnement du sommeil, mais la seule chose que vraiment je voudrais que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la durée de sommeil, c'est ce qui se passe dans un sommeil. Il y a une architecture qui est composée à peu près de 4 à 5 cycles où le cerveau fait un certain nombre d'activités et ces cycles durent 90 minutes à 120 minutes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 5 cycles, c'est incompressible. Que la durée de ces 5 cycles, elle est déterminée génétiquement, on va le voir dans un instant, mais vous ne pouvez pas y échapper. Il faut faire ces 5 cycles pour que l'ensemble des mécanismes de nettoyage, d'archivage, qui vous permettent de vous rebooter pour le lendemain aient lieu. Donc, les gens qui ont un cycle qui est, quand vous prenez un cycle de moins, par exemple, vous dormez beaucoup moins que votre besoin, ben vous avez entamé un cycle, vous n'avez donc pas fait l'ensemble du processus qui vous permet de récupérer. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail quand même du fonctionnement de cette architecture, vous voyez que ces notions de cycle, c'est quoi? On va alterner des phases. Alors, on commence à rentrer dans le sommeil, et puis des phases dites de sommeil profond, et puis on va remonter dans des phases un peu plus où le cerveau, donc les phases de sommeil profond, le cerveau, on va dire, est pratiquement un encéphalogramme plat. Je caricature volontairement, mais vous voyez bien l'idée. Et puis progressivement, le cerveau va se remettre en activité. Puis progressivement, le cerveau va arrêter de fonctionner, puis le cerveau va se remettre à fonctionner. Et en fait, dans ces phases-là, alors ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien au moment où le cerveau est au plus bas, c'est pas du tout ce que je dis juste que vraiment le cerveau est à un moment particulièrement bas d'activité. Lorsqu'on est dans les phases dites de sommeil profond, le cerveau est très peu actif, c'est essentiellement les organes qui se régénèrent, c'est à ce moment-là, et il est vrai que si jamais on vous réveillait à ces moments-là, c'est l'enfer pour vous réveiller. Et si vous avez un de nos médecins prend souvent cet exemple, quand on est de garde, si on est réveillé dans ces phases-là, c'est super compliqué parce qu'on peut faire des erreurs, on sait plus très bien où on habite, notre cerveau étant tellement à l'arrêt que c'est très compliqué de le remettre en route. Les phases où le cerveau est très actif, ce sont les phases que vous connaissez dites sommeil paradoxal. Pourquoi c'est un sommeil paradoxal? C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas réveillé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas présent, etc. Mais votre cerveau est actif de la même, pratiquement, quand on regarde à l'électroencéphalogramme, c'est exactement le même niveau d'activité que si vous fonctionnez dans la journée. Et alors là, il se passe plein de fonctionnements. Et il se passe plein de choses. C'est le moment où on va commencer à enregistrer, à travailler, à trier les informations, à stocker les informations. Ces phases-là sont essentielles pour la mémoire. Et puis, après, le phénomène continue. Pourquoi ces cycles sont comme ça? Probablement parce que c'est hérité de notre ère un peu néandertalienne ou d'Homo sapiens, où en fait, finalement, ces espaces étaient un peu plus écartés dans la journée, c'est-à-dire qu'on avait des phases, des cycles de sommeil, puis il fallait quand même vérifier l'environnement parce qu'on était quand même dans des périodes où on n'était pas très très bien protégé, et puis on pouvait retourner dans un sommeil plus profond. Il n'y a pas vraiment d'explication purement scientifique. Je veux dire, c'est absolument impossible de démontrer ça sur la durée, d'expliquer pourquoi on a fait ça. Mais une des hypothèses est celle que je viens de vous passer. Donc, vous voyez, ces phases sont importantes pour les organes, pour le cerveau. Il y a 5 stades, c'est essentiel. Alors, sur les durées de sommeil, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne dort pas tous de la même manière, d'une part, et on ne dort pas tous de la même manière en fonction de son âge. Plus on est jeune et plus on va dormir beaucoup, c'est ce qu'on vous montre à gauche. Un enfant va dormir entre 14 heures et 17 heures en moyenne, voire l'amplitude maximale, c'est 13 à 19 heures. L'adulte, comme nous, on est plutôt entre 7 et 9 heures avec des extrêmes qui sont entre 6 et 10, quoi. Donc, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que pour réaliser ces 5 à 6 cycles qu'on évoquait tout à l'heure, enfin, dans ces 4 à 5 cycles qu'on évoquait tout à l'heure, il y a une durée minimale moyenne observée qui est de 7 heures, et on peut rien y faire. Donc, en fait, il y a beaucoup de monde, et nous-mêmes d'ailleurs, on a tendance à vouloir pousser la machine, je vais bosser plus, etc. En fait, quand on est en dessous des 7 heures, enfin, on se met un petit peu en risque, c'est-à-dire qu'on va empêcher le mécanisme de récupération qu'on a évoqué à l'instant. Alors, vous allez me dire, il y a des gens, certains chefs d'État dont je tairai le nom, qui revendiquent des durées de sommeil extrêmement courtes.
Alors, probablement qu'ils ont une modification génétique aujourd'hui qui permet au corps de récupérer sur des périodes beaucoup plus courtes. On sait qu'il y a un gène qui aujourd'hui que retrouve dans à peu près 1% maximum de la population, qui permet d'avoir des cycles de récupération beaucoup plus courts et donc permettre à son heureux détenteur de dormir 5 heures à peu près. Donc, voilà. Le reste, bah, je pense une majorité d'entre nous autour de la table, on a un petit peu poussé la machine au-delà de notre besoin physiologique fondamental et avec des conséquences que va tout à fait expliquer Jean-Jacques dans un instant, mais qu'on connaît bien et qui font qu'à un moment, entre j'ai peut-être gagné 2 heures parce que j'ai terminé mon doc ou j'ai terminé un truc la veille au soir et la journée pourrie du lendemain, peut-être que l'arbitrage n'était pas le bon. Alors, on a vu une architecture, on a vu une durée. Maintenant, on va juste expliquer 2 secondes comment ça marche, mais alors de manière extrêmement simple. En fait, ce dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la chronobiologie. En fait, notre fonctionnement, que ce soit nos cerveaux et nos organes, fonctionnent sur 24 heures. Jean-Jacques reviendra sur cette notion de cycle circadien, c'est-à-dire qu'il se passe un certain nombre d'activités dans tous nos organes à différents moments de la journée. Et pour savoir quelle heure il est, il y a une horloge. Il y a une horloge qui est dans le cerveau, qui s'appelle, qui donc, excusez-moi pour le bruit, là, il y a des âmes. J'espère que vous entendez pas le bruit que j'ai dans mon bureau. C'est bon. C'est bon? D'accord. Donc, vous avez cette horloge qui est là et qui va donner le rythme au corps. Cette horloge, en fait, pour se synchroniser, elle a besoin d'un certain nombre de choses. Elle a besoin d'un certain nombre de choses qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que pour se synchroniser, pour savoir quelle heure il est, et donc de donner les ordres, de faire un certain nombre d'activités, elle a besoin d'un certain nombre de choses. Et pour ça, elle a besoin de 3 choses. Elle a besoin de la lumière, qui est un de ses principaux marqueurs pour savoir à peu près où on en est. Elle a les rythmes de la journée, notamment les rythmes d'alimentation, la régularité des repas est un indicateur pour le cerveau pour savoir à quel moment il se situe dans la journée. Et le dernier élément extrêmement important, c'est l'activité physique. En gros, enfin, je veux dire, l'activité physique, ça ne veut pas dire de courir, ça veut dire qu'on va accumuler en fait dans la journée un déchet de tout notre fonctionnement qui va servir un petit peu de jauge et qui va dire au cerveau, bon, bah là, on a quand même beaucoup travaillé. Et puis, il y a un moment, bah, c'est donc le moment de dormir. Donc, en fait, le cerveau va interpréter ces signaux pour donner les ordres aux organes de dire, on va passer en mode veille. Et pour passer en mode veille ou en mode éveil, il y a deux, on va dire, messagers dans le corps qui sont ces hormones qui sont importantes, que sont le cortisol et la mélatonine. Le cortisol, donc, en fait, va être produit à certains moments parce que l'horloge biologique va dire bah, il faut que le corps soit en action et donc va demander l'ordre de produire le cortisol plutôt le matin, enfin en milieu de nuit pour qu'on soit au maximum de nos capacités au moment où on se réveille. Et puis, bah, en fonction de l'intensité lumineuse, en fonction de cette accumulation d'activité physique, le cerveau va dire bah, attendez là maintenant, il faut qu'on passe en mode nuit et donc va donner l'ordre de produire la mélatonine, ou en tous les cas va libérer la mélatonine, plutôt pas donner l'ordre, mais plutôt libérer la production de mélatonine pour pouvoir rentrer en mode sommeil. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est une horloge biologique qui vous redonne le rythme, que l'horloge biologique se synchronise sur des éléments extérieurs fondamentaux que sont les 3 piliers de la santé, hein, l'activité physique, la nutrition et puis donc la lumière. Et puis, eh ben, il y a des messagers qui font que on dort ou on ne dort pas. Et donc, ben, on comprend bien que si on perturbe les signaux qui sont envoyés à l'horloge biologique, ben, l'horloge biologique, elle ne sait plus où elle est, donc elle va donner des ordres qui sont plus les bons. Et puis à l'inverse, ben, quand ces signaux ne sont pas bien interprétés, ben, on va donner des ordres de rester éveillé à des moments qui ne vont pas et donner des ordres de dormir à des moments qui ne sont pas. Alors, pour aller un tout petit peu plus vite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que qu'est-ce qui va perturber aujourd'hui l'horloge biologique? Et qu'on se revient 2 minutes dans le monde du travail. En fait, en tant qu'adulte, il y a 3 éléments qui vont perturber nos habitudes de vie. Il y a, en tous les cas, qui vont perturber le sommeil. Il y a les éléments qui vont relever du cadre de vie. Mes habitudes, je regarde des écrans jusqu'à pas d'heure. Il y a des éléments du style, j'ai quand même un gros perturbateur qui s'appelle mon enfant. Bon, on va pas dire ça comme ça, mais on comprend bien l'idée. Il y a des habitudes de type nutritionnel, je prends beaucoup de stimulants, je prends beaucoup de boissons, il y a des addictions, tout ce qui va être tabac, tout ce qui va être, etc. Tout ça va perturber les mécanismes que j'ai évoqués tout à l'heure de fonctionnement du sommeil. Deuxième élément qui va perturber le sommeil en tant qu'adulte, ça peut être le cadre de travail. Évident pour les personnes en horaire décalé qui travaillent dans les usines en 3-8,
évident pour ceux qui sont en jet lag, évident, un petit peu moins évident, mais aujourd'hui, le lien ne se fait pratiquement, enfin, est pratiquement systématiquement invoqué en cas de burn-out entre, bah, évidemment, la charge de travail va entraîner une diminution du sommeil. Donc, il y a pas photo sur le fait que, évidemment, on va avoir un impact sur la santé. Et ça peut être aussi toute la problématique des problématiques psychosociales, des problématiques de harcèlement, de violence au travail qui vont influencer évidemment notre capacité à dormir. Donc d'un côté les habitudes de vie, de l'autre côté le cadre de travail. Et puis le troisième élément qui vient perturber ces cycles et ces fonctionnements, ce sont les pathologies. Alors là, il faut juste un petit arrêt sur image parce que les pathologies sont extrêmement importantes. En fait, on en a à peu près 80 à 100 aujourd'hui qui sont répertoriées et elles touchent 20% de la population à minima. Et en fait, quand je dis à minima, c'est que parce que vous avez des cadres de vie ou un cadre de travail qui va modifier votre sommeil, malheureusement, un certain nombre de ces modifications vont aussi avoir des impacts sur l'obésité, c'est ce que va dire tout à l'heure Jean-Jacques, et qu'en fait, cette obésité va entraîner des pathologies du sommeil de type apnée du sommeil. Donc, on est vraiment dans un cercle vicieux où, en fait, d'un côté, on voit bien que si on veut résoudre la problématique d'avoir un bon sommeil, il faut travailler sur nos habitudes de vie, c'est ce qu'on appelle de manière un petit peu pompeuse, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, les notions d'hygiène du sommeil, c'est-à-dire comment travailler, récupérer, comment d'abord bien connaître ses cycles, comment savoir gérer les perturbateurs, ça c'est vraiment le point le plus important. Et puis, la deuxième chose, il va falloir être très vigilant sur la partie pathologique parce qu'il y a des pathologies qui sont là et qui touchent beaucoup de monde et qui, comme je disais, sont parfois causes et conséquences. Et vous avez une épidémiologie, par exemple chez les chauffeurs routiers, qui est beaucoup plus grande sur l'apnée du sommeil que la population française. On est pratiquement à 20 à 30% des chauffeurs routiers à 45 ans qui ont une apnée du sommeil. Donc voilà, donc comment on préserve son sommeil? Eh ben, en adoptant des bonnes règles, on est plutôt sur du comportement ou en allant chercher à traiter les pathologies. Et je terminerai juste cette partie sur l'architecture du sommeil, comment on la préserve. On la préserve aussi en prenant conscience que c'est des pathologies. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 80 à 100 types de pathologies aujourd'hui qui sont référencées. Vous en avez différents types. Et pourquoi je vous en parlais? Parce que la tendance qu'on a naturellement, c'est de dire, ouais, oh, c'est pas grave, c'est le sommeil, je dormirai mieux ce week-end, etc. Mais en fait, ces pathologies, comme elles vous empêchent de récupérer de manière chronique, elles vont tout dérégler. Et donc, il faut prendre conscience qu'il y a des symptômes qui sont un peu différents. Il y a des symptômes, alors, le symptôme de l'insomnie, qui a la difficulté de rentrer dans le sommeil, de maintenir son sommeil, ça, je pense que vous le connaissez. On considère que l'insomnie devient sévère lorsque vous avez, sur plus de 6 mois, 3 jours par semaine, moins de 6 heures de sommeil. Donc, si certains d'entre vous dans l'Assemblée se retrouvent dans ces chiffres-là, sachez qu'il est vraiment important d'aller voir un médecin pour en parler parce que vous avez une insomnie, en tous les cas des symptômes d'une insomnie qui pourraient être jugés comme sévères. La deuxième chose, c'est que vous avez dû sûrement l'entendre dans la radio aujourd'hui, par nos petites habitudes de vie, je regarde mon écran un peu tardivement, je code un peu tard le soir, je réponds à mes mails, en fait, on a tellement habitué le corps à ne pas dormir à certaines heures que notre horloge biologique de tout à l'heure, elle est un petit peu déphasée pour donner l'ordre. Elle ne sait plus très bien quelle heure il est ou comment donner les ordres. C'est ce qu'on appelle les décalages, c'est ce qu'on appelle les troubles du rythme veille-sommeil, en fait. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est largement répandu parce que évidemment, on ne dort pas à l'heure à laquelle on dort parce que on a poussé un petit peu nos rythmes. On a un certain nombre de choses qui font que on a décalé notre fonctionnement du sommeil. Donc ça, c'est un deuxième type de pathologie. Troisième type de pathologie, ça va être plutôt d'origine neurologique. C'est tout un certain nombre de mouvements qu'on ne contrôle pas, qui ont lieu la nuit. Vous avez ce qu'on appelle les jambes sans repos, vous n'arrêtez pas de bouger, etc. Ça, c'est des symptômes que vous pouvez, si jamais votre partenaire vous en parle, ça doit vous alerter parce que ça veut dire que probablement il peut y avoir des troubles de cette nature. Enfin, donc on a vu les insomnies, les troubles de veille-sommeil liés à nos comportements, les troubles au mouvement, les troubles respiratoires. Maintenant, allons aux troubles respiratoires. Dernière chose, en fait, voilà, il y a un moment où on suffoque. Malheureusement, en fait, toutes nos voies respiratoires se trouvent obstruées à certains moments parce que, comme le corps se relâche complètement, la langue va venir progressivement obstruer la respiration, et donc vous faites ce qu'on appelle des apnées du sommeil.
Et dernier élément, et je vais m'arrêter là sur les pathologies. Après, on est sur des choses un petit peu plus rares, mais qui vont toucher les pathologies de ce moment où vous savez du sommeil paradoxal, qu'on connaît bien, les somnambules, mais des gens qui actent leurs rêves. Il peut y avoir des gens qui tuent leur conjoint dans leurs rêves. Si, ça s'est vu. Et puis, vous avez le dernier sujet qui est les personnes. Mais ce slide, là, juste pour vous dire, il y a des symptômes assez variés. Ça touche beaucoup de monde. Donc, il faut quand même en avoir conscience. Et il existe des parcours de soins. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique de parcours diagnostique qui existe. Vous avez 4000 somnologues en France aujourd'hui qui sont capables de traiter la question du sommeil. Donc, ils vont être capables d'écouter la plainte, de bien la catégoriser pour voir si ça rentre dans les pathologies. Et puis, évidemment, de prendre les traitements. Alors, il y a 3 types de traitements et vous l'avez bien compris, en fait. Dans les causes principales des problèmes de sommeil, vous avez des choses qui relèvent de ce qu'on appelle organiques, c'est-à-dire des pathologies respiratoires, neurologiques, etc. Des choses qui sont très liées à notre comportement. Et donc là, on va chercher à travailler sur l'hygiène du sommeil, à modifier ses comportements pour adopter les bonnes habitudes de vie. Et puis, vous avez la dernière chose qui relève véritablement plus de la psychiatrie, c'est-à-dire que la santé mentale, votre anxiété, votre dépression va avoir un impact sur votre sommeil. Et là, on rentre sur un 3e type donc, soit c'est des causes organiques de pathologie du sommeil, soit c'est du comportement, soit c'est du domaine de la santé mentale. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'aller voir un médecin parce que il va vous aider, il va faire le diagnostic de savoir où vous vous situez et d'adopter et d'adapter le bon traitement. Voilà pour cette introduction sur c'est important de dormir, ça n'est pas optionnel. On doit respecter absolument nos horaires de sommeil, etc., et nos phases de sommeil, sinon on dérègle tout. Et que pour arriver à gérer ces perturbateurs, soit on travaille sur les comportements, soit on travaille sur les pathologies. Voilà pour cette introduction. Et puis, je vais laisser peut-être Jean-Jacques continuer, à moins qu'il y ait des questions dans l'Assemblée. Ici ça va pour le moment. Bon, j'espère qu'on vous a pas trop endormi. Hein. Et à distance, Yves, Patrick, vous avez envie de poser une question à ce stade? Je pense que c'est nécessaire de poser des questions après ton exposé, Jean-Jacques, parce que j'aimerais t'entendre sur la responsabilité de l'entreprise et des circonstances dont on a déjà parlé. Donc, ça sera intéressant après. Je préfère aller jusqu'à la fin. D'accord, Yves, entendu. Vas-y, bon, alors, à titre de transition, je vais parler juste une seconde avant de passer aux commentaires du slide sur une des choses, parce que c'est intéressant de dire aussi ce qui se passe personnellement, qui m'a le plus motivé sur le sommeil. C'est le fait qu'il y a encore 20 ou 30 ans, on pensait que nous partions avec un capital de neurones et que ce capital s'usait au fur et à mesure du temps, qu'on n'en fabriquait pas d'autres. Et puis on s'est aperçu que ça n'était pas vrai. Et donc, nous continuons à fabriquer des neurones, même à 80 ans, on continue à fabriquer des neurones. Et on les fabrique en particulier au moment dans la phase de sommeil profond. Et ça, alors pour moi, ça a été une motivation extraordinaire sur la consommation d'alcool, sur ma façon de vivre, parce que là, j'ai compris que si je faisais pas ça, j'allais attraper des trucs pas bons sur le plan de la mémoire. Alors maintenant, je passe au slide de Romain, mais je pense que c'était intéressant. Chacun peut se poser ce même type de questions, ça peut faire avancer le schmilblick. Donc, il y a 3 types d'impact du sommeil en entreprise, dans la vie en général, mais en entreprise, ce qu'on constate, c'est un impact immédiat sur la sécurité. Ça augmente le risque d'accident, ça multiplie le risque d'accident par 1,6. Ça augmente de 13% les accidents du travail, de 25% les accidents mortels et 30%, d'après la sécurité routière, 30% des accidents mortels sur la route viennent effectivement des problèmes de sommeil. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable et s'occuper de son sommeil, c'est sauver sa vie et peut-être celle des autres. Donc, le deuxième impact, c'est les performances cognitives. Romain en a déjà parlé. Donc, on a vu qu'effectivement, dans l'expérience de ce jeune garçon là, de 17 ans qui a voulu ne pas dormir et il a rendu service à la science, donc bravo et merci. Attention sur la concentration. Donc, on perd 20% d'efficacité. Créativité, comme le cerveau fonctionne mal, la partie créative, c'est-à-dire ces appels qu'il y a entre inconscient et conscient qui nous permettent de faire appel à l'ensemble des données que nous avons dans notre cerveau, eh bien,
bien, donc fonctionne plus. Donc, on sait moins bien résoudre les problèmes. Notre mémoire, on a déjà parlé, fonctionne aussi moins bien. Les circuits de décision par là aussi, parce que pour décider, il faut pouvoir faire des allers-retours entre un certain nombre d'informations, les connecter entre elles et puis faire des associations. Ça marche plus. Et puis également la gestion des émotions et l'humeur. On voit par exemple que quand il fait pas beau, la mélatonine ça va moins vite, donc on est de mauvaise humeur et c'est pas la peine d'aller voir un psychiatre pour prendre un tranquillisant. Il suffit de se mettre au soleil ou devant une lampe qui a la lumière solaire. Quelquefois on fait des erreurs comme ça de diagnostic et puis on passe à côté de la réalité des choses. Donc et ça c'est très important parce que aussi ça a des conséquences sur les équipes. Quand les gens sont de mauvaise humeur, ça marche moins bien. Donc, et ce que vous voyez d'ailleurs, la photo que vous voyez là, c'est de Tchernobyl. L'accident de Tchernobyl s'est produit, je viens bien à 2 heures du matin, au moment où les gens étaient fatigués, et ils ont pris une décision qui était à l'inverse de la sécurité. Ils ont voulu arrêter un réacteur et en fait, ils ont accéléré et il a explosé. Bon, voilà. Après, alors, l'impact sur la santé mentale et physique, c'est constaté qu'effectivement, plus d'anxiété, de dépression et de stress, parce qu'effectivement, le système des hormones, mélatonine, cortisol, marche moins bien. Alors, quand il y a beaucoup de cortisol, ben, ça augmente le stress, hein, c'est l'hormone du stress. Et puis, quand il y a beaucoup de mélatonine, ça peut générer des dépressions. Le fait de ne pas dormir, d'ailleurs, l'insomnie devient elle-même un stress. J'ai peur de ne pas dormir, alors je dors encore moins bien. Et ça, c'est effectivement un des chemins qu'on essaye de prendre pour améliorer la situation. Donc, ça multiplie par 1,8, Romain le disait tout à l'heure, le risque d'obésité. Ça change donc les habitudes de nutrition. Et puis aussi, comme l'organisme fonctionne moins bien, eh bien, il assimile moins, le foie fonctionne moins bien. Le foie, le moment dans le cycle circadien, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui se passe dans notre corps au fur et à mesure des heures de la journée, l'heure du foie, c'est vers 2 heures du matin. Bon, si on ne dort pas à 2 heures du matin, le foie fonctionne moins bien et le foie, c'est un des organes de plus importants de notre. Ils sont tous importants, mais c'est un des organes de plus importants et en particulier sur la métabolisation, de la transformation donc de la nourriture qu'on absorbe en énergie ou plutôt en molécules capables d'être transformées en énergie. Le sucre, évidemment, en particulier. Ça multiplie par 1,4 les risques de maladies cardiovasculaires ou métaboliques. Donc, ça peut aussi déboucher, et par 1,9 les cancers, c'est-à-dire les maladies auto-immunes. Et effectivement, on a eu le premier cas, d'ailleurs, Romain va en reparler dans les histoires de responsabilité de l'employeur. Une infirmière a vu son cancer du sein reconnu comme un accident du travail parce qu'elle travaillait en nuit et que quand on est en mode nuit, eh bien, il y a une façon particulière de gérer son sommeil qu'il faut apprendre. On peut s'en sortir, mais il faut le savoir et faire très attention. Et c'est pas toujours facile. Comme on l'a dit, voilà. Alors le coût économique, c'est donc les patients. Tu m'avais dit que tu me le donnais celui-là. Ouais. Oui, je veux bien la faire, hein, si tu veux. Non, mais oui. En fait, si vous voulez, on vient de voir effectivement les aspects. Je suis moins performant, donc potentiellement je fais des erreurs. On vient de voir que potentiellement le fait de mal dormir va avoir un impact sur la santé, donc les gens vont être absents. Si on prend l'exemple de l'insomnie, il est assez criant au travers de cette étude que je vous recommande de lire parce qu'elle est vraiment sérieuse et qu'elle est faite au niveau mondial. En fait, c'est intéressant de constater que des personnes qui souffrent d'insomnie, de difficultés à rentrer dans le sommeil ou à maintenir un sommeil, dans des dimensions dites chroniques, c'est-à-dire là, on n'est plus sur 6 mois, mais on est plutôt sur je dors pas très bien, entre 6 et 7 heures pendant 3 jours par semaine pendant pratiquement une année. Ça représente à peu près 10% des salariés. Ces 10% de ces salariés, la conséquence, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, entre j'ai une journée pourrie où je suis présent, mais je suis à moitié présent et je suis un tiers présent de mes capacités, et des journées où je n'en peux plus et donc je suis absent, voire j'ai développé des pathologies type cardiovasculaires qui nécessitent que j'aille voir le médecin ou j'ai des arrêts maladie. On peut dire que les conséquences de l'insomnie aujourd'hui représentent pratiquement 14 jours d'arrêt de travail annuel par salarié insomniaque et 30 jours de présentéisme par salarié insomniaque. 10% des salariés, c'est quand même pas négligeable. Donc en fait, on n'a jamais vraiment regardé le sujet, mais quand on le regarde un peu plus, on s'aperçoit que à l'arrivée, finalement pour l'employeur, entre ces 14 journées où le salarié n'est pas là et ces journées et ces 30 jours
où le salarié est à peu près à, on va dire, un tiers de ses capacités, voire un peu moins, on est sur on va dire, un poids pour l'entreprise en manque de performance de salariés insomniaques de l'ordre de 23 jours, c'est-à-dire 9% du temps de travail qui, du coup, n'est plus un temps de travail productif, ce qui est évalué à 1% de la masse salariale. Alors, c'est donc important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que autant vous dire que les gens ont des problèmes de cholestérol, etc., là, l'entreprise peut pas y faire grand-chose en dehors de promouvoir une bonne hygiène. Toute la question maintenant va être de se poser la question de savoir si dans les causes de l'insomnie, le travail n'a pas une part de responsabilité, et c'est évidemment le sujet qui aujourd'hui fait bouger un petit peu la jurisprudence de plus en plus. Parce qu'il y a une reconnaissance de plus en plus du lien entre les conditions de travail, vous vous rappelez les 3 bulles de tout à l'heure, entre les conditions de travail et l'impact sur le sommeil. Alors, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, puisque c'était une de vos questions. En fait, alors d'abord, avec l'arrivée, on va dire, le développement un peu de la prise de conscience des risques psychosociaux, aujourd'hui, en fait, quand on est sur de la demande de reconnaissance comme maladie professionnelle du burn-out, aujourd'hui, le lien qui est fait, ça a été de dire le cadre de travail, le harcèlement, etc., et maintenant de plus en plus la charge de travail, a entraîné chez moi une diminution de sommeil, que évidemment chacun doit documenter, et que, on l'a vu à l'instant, cette diminution de sommeil a eu un impact, une perturbation sur l'ensemble de mon corps, et donc il y a eu un certain nombre de pathologies qui se sont mises en place, dont une qui est l'épuisement. Mais on a des cas où le malaise par un infarctus a été reconnu comme un des éléments consécutifs de la charge de travail parce que la personne ne dormait plus, parce que le lien entre je ne dors plus et l'AVC ou l'infarctus n'est plus à démontrer. Il faut savoir que c'est un des principaux facteurs de risque de maladie cardiovasculaire aujourd'hui, indépendamment de la question. Donc, on connaissait bien la question, en tous les cas, elle a commencé à s'installer avec les risques psychosociaux. Les quelques éléments de nouveauté que je peux vous citer datent de 2023, en tous les cas pour la France. 2023 a été marqué par 2 éléments un peu nouveaux. Le premier, c'est sur la question de la sécurité du salarié, avec une reconnaissance de défaut d'un manquement, la reconnaissance d'un manquement de l'employeur en regard de ses obligations de sécurité face à un chauffeur routier qui a été maintenu dans sa tournée alors qu'il avait levé la main pour dire « j'ai passé ma nuit aux urgences avec mon fils, je n'ai donc pas dormi ». Or, l'accident qu'il a eu était un accident lié à la somnolence. Un arrêt de la Cour de cassation de 2023 a invoqué ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur, c'est-à-dire que l'employeur était au courant de ce qui se passait et donc il est maintenu, on va dire, doublement responsable. Mais c'est quand même un fait nouveau. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, quiconque vous dit « je suis fatigué et un accident », vous êtes en faute inexcusable. Ce qui fait que derrière la majoration, on va dire, de tout ce qui peut être et tout ce qui va être réparation des préjudices va être beaucoup plus importante. Donc ça, c'est la première chose. Donc, en fait, un salarié qui lève la main aujourd'hui et qui a un accident alors qu'il a levé la main et qui vous l'a informé, vous êtes en défaut. Donc, ça va demander aux entreprises de devenir de plus en plus vigilants pour maintenir la sécurité du salarié en prenant en compte ce qu'il raconte. La deuxième chose, qui est un deuxième fait générateur, on va dire, de 2023, c'est qu'on a eu, et ce que disait tout à l'heure Jean-Jacques, le premier cas d'un cancer du sein d'une infirmière reconnue comme maladie professionnelle. C'est-à-dire qu'on a reconnu que son cancer du sein était lié à son activité de nuit. En fait, le lien aujourd'hui est largement établi. Il y a un certain nombre il y a déjà des recommandations au niveau mondial qui ont été faites sur le lien entre perturbations liées au travail de nuit et cancer. Donc là, on le sait très bien, on est quand même sur des augmentations d'apparition de x2. Et la question aujourd'hui, et donc nous en France en 2023, le Danemark, comme je disais tout à l'heure, ça date d'un peu plus de 2020, 2019, 2020, avec des dispositifs qui sont beaucoup plus organisés pour travailler sur la reconnaissance ou pas d'ailleurs du cancer d'une personne comme étant les conduits de maladie professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'entreprise? Ça veut dire pour l'entreprise que à partir du moment où cette responsabilité va être engagée, tout ça va se retrouver sur les cotisations AT-MP, donc les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles. Et puis, dans la recherche de responsabilité sur est-ce que fondamentalement l'accident, etc., a été exclusivement lié à l'employeur et à un défaut de l'employeur,
aller chercher sa responsabilité et donc des réparations de préjudices complémentaires aux indemnités de base de l'assurance maladie. Donc c'est quand même ça le fait nouveau, c'est-à-dire que on va faire de plus en plus porter à l'entreprise des responsabilités sur un sujet où le lien ou la ligne droite entre la cause et la conséquence n'est pas absolument sonnenklar comme disent les Allemands, mais c'est la tendance de fond aujourd'hui qu'on observe. Et on a mis en place, et on diffusera ça à la fin de l'année parce qu'il faut un petit peu de temps, mais on va mettre en place avec deux cabinets d'avocats un observatoire de la jurisprudence pour montrer finalement cette augmentation de contentieux sur le thème « L'employeur est à l'origine de mon problème et qui a détraqué mon sommeil. Et le sommeil est la conséquence principale qui a détraqué l'ensemble de ma santé. » Je ne sais pas si vous voulez qu'on s'arrête 2 minutes sur cette question-là. Ce qu'on peut dire sur l'histoire de ces questions de maladies auto-immunes, j'ai parlé tout à l'heure de la neurogénèse, mais l'organisme humain, c'est une usine qui a une énergie limitée et donc qui passe son temps, et c'est là les cercles circadiens, à allouer cette énergie en fonction de l'activité. Donc, dans la journée, cette énergie il y a peu d'énergie disponible en fonction de tout ce tel que je suis obligé de consommer pour mon activité. Et c'est dans la nuit qu'il y a suffisamment d'énergie pour la neurogénèse et aussi pour d'autres choses, comme par exemple la fabrication des cellules T, qui sont ces cellules qui sont capables de tuer des cellules cancéreuses, parce que j'ai de l'énergie pour les fabriquer. Et c'est à la nuit également que le système immunitaire se renforce. Donc une deuxième motivation pour s'occuper vraiment de son sommeil. Donc toute la question, c'est on va quand même pas supprimer le travail de nuit. On va pas supprimer, on va pas imposer aux gens d'arrêter de travailler quand c'est tard le soir. On va pas. C'est pas ça la logique de notre message. La logique de notre message, elle est plutôt de dire, à un moment où on va chercher la responsabilité, il faut quand même s'en prémunir. Et finalement, on peut quand même faire un certain nombre de choses, malgré les contraintes qui peuvent relever de soit de choix individuels, soit évidemment du cadre professionnel, et qui vont permettre d'arriver dans ces situations-là. Et c'est tout l'objet, en fait, de ce que propose InSleep Lab aujourd'hui. Si ça te dérange pas, Jean-Jacques, je vais peut-être aller directement sur cette partie-là. Oui, vas-y. De toute façon, on a déjà raconté ce qui se passait dans le slide en question. Oui. Parce qu'en fait, le propos, il est de dire, et vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses qui relèvent de l'adoption de bons comportements. Encore une fois, on n'est pas en train de dire que les comportements vont aller contre le travail. On dit juste qu'il y a un certain nombre de règles du jeu qu'il faut connaître. Il faut connaître qu'on a un besoin de sommeil. Quel est mon besoin de sommeil? Il faut connaître qu'il y a un moment où, de toute façon, vous pourrez faire ce que vous voulez. C'est le moment où le système dit « faut que je m'arrête ». Donc, vous êtes programmé génétiquement pour vous endormir à ce moment-là. Pas la peine d'aller contre, ça ne sert à rien. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, on va travailler sur ces comportements, et comme personne n'a été éduqué à ces bons comportements, la vocation d'InSleep Lab, c'est de pouvoir apporter des clés de réponse pour dire quels sont les bons comportements, on va dire, pro-sommeil, et qui vont permettre de gérer les perturbateurs pour pouvoir maintenir cette capacité de récupération le plus longtemps possible et se maintenir dans l'emploi. Il y a un certain nombre d'études après qu'on fait dans par exemple des conférences sur la question de la performance. Bon, en fait, il y a vraiment des questions d'arbitrage. Est-ce qu'il faut que je fasse ma nuit blanche pour terminer mon doc quand je suis avocat, etc. Ou est-ce qu'il vaut pas mieux que je pose le stylo et que je dorme mes 6 heures ou 7 heures et que je dorme mes 7 heures absolument et que je reprenne la suite? C'est une vraie question. Et donc, c'est là où il y a des arbitrages qui vont être faits. Il va falloir enseigner les règles du jeu. Chacun va être libre de les appliquer, etc. Pareil, par exemple, on prenait l'exemple des 3-8. Dans les 3-8, lorsque vous êtes une infirmière de nuit qui, elle, ne travaille pas en 3-8 mais en 2-12, vous arrivez le matin, vous faites le petit déjeuner avec les enfants. Bon, vous avez déposé les enfants. Qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez faire les courses, vous allez faire, etc. Et vous vous retrouvez à 2 heures de l'après-midi sans avoir dormi. En fait, on voit bien là que c'est toute une question de, non, il va falloir faire juste reprendre son agenda de la journée pour remettre ses activités au bon moment, pour avoir le comportement qui va permettre de préserver la durée minimale de sommeil. Donc ça, c'est le premier niveau d'InSleep Lab, c'est de travailler sur la partie, ce qu'on appelait l'hygiène du sommeil, qui est sur la partie comportementale. La deuxième partie qui est importante, c'est évidemment la question de la pathologie. Vous êtes dans l'usine, le travail de nuit,
augmente l'incidence de l'apnée du sommeil, multiplié par 2. Vous travaillez dans les travaux publics, vous avez une hygiène de vie qui est celle que vous avez, sauf qu'à l'arrivée, vous êtes un usual suspect d'apnée du sommeil, vous avez multiplié par 2 l'incidence de l'apnée du sommeil à partir de 45 ans. Bon, à la fin, ces personnes-là ont soit un tractopelle, soit un car, soit un bus, enfin, soit un camion dans les mains. Donc, on peut dire, je suis pas au courant, ça relève de la sécurité sociale, ou à un moment, on va dire, bah non, je peux commencer à travailler sur faciliter l'accès au système de santé. Je ne me substitue pas au système de santé, on fait pas un système, mais j'organise le système pour que le chauffeur routier, la personne sur les chantiers puisse bénéficier d'un accès facilité à un médecin et au diagnostic pour savoir ce qu'il en est et puisse être amené au traitement. Et donc, bah, c'est tout ce qu'on fait chez InSleep Lab, c'est-à-dire qu'on a toute une logique progressive. On commence par mettre en place une évaluation générale du risque sommeil dans l'entreprise où finalement, est-ce que vous connaissez le niveau de fatigue de vos salariés? Combien sont probablement pas très loin du bout de leur vie et sur lequel il va quand même falloir apporter une solution parce que ne rien faire fait que de toute façon, ils vont être absents. Donc après, c'est votre arbitrage en tant qu'employeur. Mais on va se poser la question de savoir si ça vaut le coup ou pas de mettre en place quelque chose. Notre réponse est évidemment oui. Deuxième étape après, en fonction un petit peu de ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a une partie, et c'est une grande majorité, où c'est plutôt de l'éducation à la santé, adopter les bons comportements. On va trouver des formations avec différents formats possibles pour rendre les choses les plus accessibles possibles, voire pour certains salariés aller jusqu'au coaching pour dire voilà, t'es un peu au bout de ta vie avec ton enfant, comment tu reprends la main sur le sommeil de ton enfant pour retrouver du sommeil pour toi. Ça, c'est des choses qu'on propose. Mais pour ceux qui sont atteints de pathologie, ou en tous les cas, on a une suspicion de ça va vraiment pas fort, là, on rentre dans la troisième étape de notre dispositif, c'est de travailler sur, on voudrait quand même, toi, salarié, te faire toucher du doigt que la situation n'est pas normale. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure en filigrane, c'est que très souvent, on dit, je suis claqué, j'ai encore mal dormi, etc. Et ça, et en fait, finalement, la prise de conscience de j'ai un problème de santé qui est lié au fait que je ne dors pas n'est pas évident. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre, à travers d'un outil qui est relativement simple, qui est un questionnaire, qui orchestre, en fait, un nombre de questionnaires validés médicalement, qui permettent de dire si on rentre dans une catégorie qui fait, oh là là, c'est pas joli, à une catégorie, a priori, d'après ce que vous nous dites, il n'y a pas de sujet. Inciter le salarié à prendre conscience que sa situation relève du domaine médical et qu'il faut qu'il aille voir un médecin. On ne fait pas du diagnostic, on dit juste qu'en posant une quinzaine de questionnaires validés, bien orchestrés, on est capable de dire, franchement, il vaut mieux que tu ailles voir un médecin, et probablement, vous allez beaucoup parler de choses qui me relèvent plutôt du domaine organique, plutôt du domaine comportemental, ou plutôt du problème de l'incidence de ta santé mentale sur le sommeil. Ça, c'est vraiment pour aider à faire prendre conscience du domaine, on va dire, que la situation relève d'un sujet médical. C'est extrêmement important parce qu'on on a passé un peu vite une slide. Mais en fait, pourquoi on ne parle pas de sommeil dans l'entreprise, au-delà du fait que l'entreprise a toujours considéré, à juste titre, que c'était plus de domaine plutôt privé. On n'en parle pas aussi parce qu'on avait la culture du petit dormeur, et on n'en parle pas aussi parce qu'on a la trouille de perdre son aptitude quand on travaille de nuit, quand on est dans le BTP et qu'on en est chauffeur routier. Et donc là, le fait de mettre dans la main du salarié, de lui dire, là, il y a vraiment quelque chose qui relève de ta santé et que tu te mets en risque, tu mets en risque les autres, etc., va rencontrer un médecin. Et donc, après la fin de notre parcours qu'on propose aux entreprises, c'est de dire, on ne va pas faire de la médecine dans l'entreprise, on organise le parcours dans l'entreprise pour qu'elle puisse gérer son risque. C'est-à-dire, là, on dit, tu as un salarié qui dit, ouais, ok, j'ai compris que j'avais probablement de l'apnée, on m'a dit ça, qu'il fallait que je voie un médecin. Va voir, s'il n'a pas de solution, on lui amène la solution pour faire une téléconsultation avec un psychiatre, en tous les cas, un médecin somnologue, qui peut être un psychiatre. S'il a des insomnies sévères, il voit un psychiatre, c'est ce que je voulais dire, c'est là où je voulais en venir. Cette consultation va amener ou pas l'intérêt de faire ce qu'on appelle un enregistrement de sommeil pour voir ce qui se passe la nuit et pour diagnostiquer notamment l'apnée ou d'autres pathologies. Et donc ça, c'est important de pouvoir amener le soin ou d'aller vers, à l'inverse, c'est plutôt d'aller vers le salarié pour lui dire, ce sujet est un sujet de santé et de sécurité pour l'entreprise. On organise le parcours de soins pour que tu n'aies pas de soucis et que tu puisses le faire. Et puis à la fin, on récupère le salarié dans le parcours chez nous, chez InSleep Lab, parce que
en fait, il y a beaucoup d'obligations aujourd'hui qui ne sont pas tenues, qui ne sont pas tenables en fait par l'entreprise parce que c'est pas organisé, qui sont notamment pour les professions réglementées, les chauffeurs routiers, qui est de dire, en fait, il faut contrôler l'efficacité du traitement si vous avez de l'apnée pour que vous soyez maintenu dans votre emploi, ou à l'inverse, si vous avez une insomnie, il faut vérifier que la stratégie thérapeutique qu'on a mise en place fonctionne pour pouvoir vous maintenir dans l'emploi. Donc l'idée, c'est de dire, plutôt que d'éviter que les gens ne disent rien et qu'il ne se passe rien, de leur dire, on va juste mettre en place une logique de suivi pour que s'assurer que le salarié suit bien son traitement et on lui facilite toutes les solutions d'accès pour contrôler que les traitements sont efficaces, etc. Donc voilà, donc ça c'est ce que fait InSIPLab et je vais m'arrêter là parce que c'est après on vous explique les différentes options qu'on propose technologiquement, le baromètre, les différents formats je vais y arriver, de formation possible en ligne, pas en ligne. Là où je veux juste vous citer, c'est que pour vous donner ce que c'est qu'un enregistrement de sommeil aujourd'hui, c'est un boîtier que vous avez sur la main, c'est un truc que vous mettez sur le doigt, un micro que vous mettez là. Et ça, l'idée, c'est de pouvoir envoyer ça au salarié. Il fait ça quand il veut, dans sa cabine de chauffeur routier, etc. Et on est capable de lui donner le résultat. Il n'a plus besoin de se déplacer. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté, Voilà. Alors, juste pour vous dire qui on est cette équipe-là. On a des équipes médicales, à la fois du domaine psychiatrique pour l'insomnie et tout ce qui va être apnée du sommeil avec des somnologues. Sur toute la partie, donc c'est toute la partie soins, toute la partie éducation à la santé, etc. En fait, on a toute une équipe de spécialistes, dont Jean-Jacques, qui sont capables à la fois d'expliquer les fonctionnements du sommeil et d'expliquer les bons comportements qui vont permettre d'être pro-sommeil. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de l'INSEE.